7h30, j'ai appris à lire et à écrire. La journée commence bien, il fait beau et je suis content. Je reçois plein d'affection et je comprends que c'est important. Il est bientôt 9h30 et j'aborde l'adolescence. En pleine forme, plein d'envie et juste ce qu'il faut d'insouciance. Je commence à me la raconter, j'ai plein de potes et je me sens fort. Bien, merci de votre patience. Nous allons maintenant passer à l'intervenant suivant, à savoir Frédéric Santamaria. Bonjour. Je vous le présente rapidement et Frédéric, je te passe la parole. Donc, Frédéric est psychomotricien de formation et encore psychomotricien aujourd'hui. Il a longtemps travaillé auprès d'enfants et d'adolescents déficients intellectuels ainsi que des adultes handicapés et dans une moindre mesure dans la petite enfance. Il a été cadre de service paramédical, directeur d'établissement, surtout dans l'aspect social de la prise en charge. Il milite au sein d'une association locale à Montreuil qui s'appelle Handicaps Ensemble, dont il est le président depuis un an, afin de promouvoir, de faire respecter et de faire connaître les aspects de la loi 2005 concernant l'accessibilité aux personnes porteuses de handicap. Pendant 25 ans, il a été enseignant à l'Institut de formation des psychomotriciens à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où est née la psychomotricité, soit dit en passant. Et il a enseigné donc à différents niveaux, mais surtout les aspects pratiques et transversaux de la profession, en proposant des Bien ça. méthodologies de travail, d'approche, etc. Donc, Frédéric, la parole est à toi. Tu m'entends? Bien, bonjour. Alors, j'ai un petit souci technique parce que je n'ai pas de son en réception. Donc, si vous pouvez me le donner, ce serait pas mal. Euh, donc, j'interviens aujourd'hui autour de la notion de handicap et société, puisque je suis assez directement concerné, soit professionnellement, soit dans mon travail associatif. Alors, pour toutes ces histoires, moi, j'aime bien définir les concepts autour desquels on va essayer de naviguer un petit peu. Et celui de handicap, il a pas mal bougé, il a pas mal évolué. Handicap, bien évidemment, ça vient de l'anglais au départ. Handicap, la main dans la casquette. C'était en fait un jeu de paris en Angleterre au XVIe siècle, où en fait, il fallait deviner ce qu'avait l'autre joueur dans sa casquette. Il y avait un arbitre qui était censé rééquilibrer la partie. Et donc, cette notion de handicap, elle a été transmise au champ de course euh, en Angleterre assez rapidement. Et donc, pour rééquilibrer les forces en présence, des jockeys pouvaient être lestés de façon à ce que le cheval ait un peu plus de poids à transporter. Et donc, voilà, on arrive à cette notion de handicap, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous ralentit. Donc, l'OMS, il y a quelques années déjà, avait défini le handicap sur trois plans. Il y avait la déficience, l'incapacité et le désavantage. Alors, même si elle est maintenant un peu abandonnée, cette approche, elle reste intéressante pour comprendre un peu de quoi on parle. La déficience, c'est l'altération jusqu'à l'absence d'une fonction ou d'un organe. L'incapacité, c'est la conséquence fonctionnelle de la déficience. Donc, c'est une réduction totale ou partielle, temporaire ou définitive, dans la capacité d'accomplir une activité de façon, on va dire, normale. Et enfin, le désavantage, donc là, c'est vraiment la conséquence sociale de cette incapacité et qui est en fait une limitation, une interdiction, un empêchement dans l'accomplissement d'un rôle social considéré comme normal pour la personne dans son milieu social, culturel. Voilà. Donc c'est assez intéressant
dans l'approche parce qu'il y a un substrat, on va dire, quand même corporel. Il y a un problème de fonctionnement et ensuite il y a les conséquences sociales. Alors, le défaut, c'est que cette approche, elle est un petit peu linéaire dans sa causalité, comme ça, déficience, incapacité, désavantage, c'est peut-être un peu trop simpliste. Et donc, euh, euh, plus récemment, on a cherché à organiser la pensée du handicap autour du fonctionnement, se baser sur comment fonctionne la personne, sans la prendre pour une machine, bien évidemment. Mais approcher la question du handicap par le fonctionnement, ça implique automatiquement la notion de dysfonctionnement. Et donc, l'approche, en fait, maintenant, se fait par les fonctions, les structures du corps et les activités possibles, et donc la participation sociale. Et surtout, ça introduit un concept qui était finalement assez peu présent, qui est celui des facteurs environnementaux. C'est-à-dire que on arrive, en fait, deux axes d'approche, c'est le fonctionnement et le handicap à travers les composantes organiques, corporelles, les systèmes physiologiques, etc. Et une composante sur l'activité possible et la participation du sujet qui est vu comme un individu, un être social. Et deuxième aspect, donc, ce sont les facteurs contextuels. Donc, il y a les facteurs environnementaux, qui en général sont classés du plus proche de la personne jusqu'au plus éloigné. Donc, ça commence par son logement, sa famille, l'école où elle va aller, cette personne, la rue qu'elle doit traverser, les établissements d'enseignement où elle doit se rendre, le travail, les établissements publics, administratifs, etc., etc. Si elle veut aller voir un match de foot, une pièce de théâtre, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Donc tous ces facteurs environnementaux. Il y aura aussi des facteurs personnels dans l'aspect contextuel. Et là, en fait, c'est un petit peu plus difficile à évaluer, classifier. Classifier, c'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs. Mais ce sont toutes les variations sociales et culturelles liées au milieu où évolue cette personne porteuse de handicap. Donc ces composantes contextuelles sont classées en fait positifs, négatifs ou facilitateurs, inhibiteurs. Ça favorise, ça empêche une activité, etc., etc. Donc la notion de handicap, c'est d'abord une notion individuelle. Individuelle, ça veut dire que c'est évolutif. L'évolution, elle peut être positive ou négative, elle peut être zéro, ça arrive aussi. Et c'est une notion sociale, donc relative. Relative en fonction du contexte socio-culturel, en fonction de tout l'environnement qui a entouré la personne porteuse de handicap. Donc on arrive. Alors, je vais faire des petits allers-retours entre situation générale, on va dire planétaire, et ce qui se passe en France, parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc, en 2005, il y a eu une grande loi en France sur l'accessibilité et qui a défini le handicap. Et en fait, d'emblée, le handicap est défini comme une limitation d'activité et une restriction de la participation de la personne à la vie en société. Voilà, le handicap, c'est social. Voilà. Alors, c'est quand même intéressant d'avoir cette approche-là parce que quand on s'est dégagé de la causalité linéaire, déficience, incapacité, des avantages, et qu'on rentre dans la compréhension des fonctionnements, dysfonctionnements et dans un environnement donné,
c'est beaucoup plus optimiste comme vision d'évolution possible. Alors, comme ça, en vrac, un peu quelques chiffres pour donner ce que c'est que le handicap dans le monde. Pour l'OMS, il estime environ 1 milliard de personnes concernées par le handicap sur la planète. Ça représente à peu près 15% des habitants de la Terre. Les plus touchés dans les formes les plus graves, on va dire, qui invalident le plus les personnes, ils sont estimés à environ 200 millions. C'est pour les plus de 15 ans. En France, par exemple, on estime que les personnes touchées plus ou moins par la question du handicap sont environ 8% de la population, soit 5 millions de personnes. Voilà. Alors, c'est plus ou moins, c'est tous âges confondus, etc. Ce que relève l'OMS dans les docs récents, c'est que, en fait, le nombre de personnes porteuses de handicap dans le monde augmente. Alors, ils expliquent ça par plusieurs aspects. Un aspect d'abord démographique. La population de la Terre a tendance à augmenter, tout le monde le sait. De plus, il y a un vieillissement important, c'est-à-dire que la population âgée, proportionnellement à la population totale, devient de plus en plus importante. Et l'âge, avec la sénescence, amène aussi des incapacités. Donc, c'est une question qui se pose et qui va se poser. J'essaierai d'en reparler un peu plus loin. Ensuite, il y a toutes les maladies chroniques qui sont pas forcément soignées, mais mais auxquelles on ne succombe pas, dont on ne meurt pas. Il y a des tas de maladies, les épilepsies sévères, certains diabètes, les CEP, enfin bon, il y a toute maladie chronique. Voilà. Alors, ça reste quand même des chiffres importants. Ensuite, le constat qui est fait, c'est que les services pour la prise en charge des personnes porteuses de handicap, les services spécifiques, globalement dans le monde, sont systématiquement sous-financés et de mauvaise qualité. Voilà. Alors, évidemment, dans une bonne partie du monde occidental, du monde dit développé, riche, etc., il n'en est pas tout à fait de même. En France, on a encore quelques difficultés en fait à assurer un maillage territorial adéquat. C'est-à-dire que un enfant handicapé, s'il doit aller dans une école spécialisée, il doit faire plus de chemin que n'importe quel autre enfant dit normal, par exemple. Il va y avoir des transports spécialisés, etc., etc. Trouver des professionnels compétents, c'est difficile. Par exemple, on a des situations où je pense à la déficience mentale parce que je connaissais assez bien. Pour les emmener chez le dentiste, c'est très compliqué de trouver un dentiste qui ait la bonne approche. Et donc, ça amène le deuxième constat de l'OMS et qui est fait dans beaucoup d'endroits, c'est en fait la compétence des personnels, quel qu'il soit, alors ça peut être de la santé, de l'éducation, les personnels administratifs, etc. La compétence de ces personnes pour accueillir la personne, alors je vais arrêter de dire porteuse de handicap, la personne différente. Voilà. Donc c'est assez complexe. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. C'est qu'on ne peut pas former tout le monde à la médecine du handicap, c'est pas ça. Et c'est qu'il faut déjà, je le pose comme ça et je le répéterai à la fin, c'est il faut changer le regard. C'est vraiment le truc important. Alors, dans les obstacles généraux que relève l'OMS et qu'on peut retrouver ailleurs, c'est en général les coûts pour s'occuper des personnes porteuses de handicap sont élevés, ce qui freine
l'établissement de ces soins, de ces prises en charge. Les offres de services sont limitées territorialement ou dans leur qualité. Il y a même des obstacles physiques ou cognitifs. Aménager un espace public pour qu'il soit accessible à des personnes porteuses de handicap, que ce soit personnes à mobilité réduite, des déficients intellectuels, des personnes malvoyantes ou non-voyantes, des personnes malentendantes. C'est assez compliqué et c'est dur à faire admettre. Et donc, ce que je disais tout à l'heure aussi, parfois les agents pas assez impliqués ou aux compétences un peu limitées. Il y a des manques de sensibilisation en tous les cas. Donc, ça nous amène déjà à ces généralités sur quelle peut être l'approche générale pour prendre en compte les personnes différentes. Alors, il y a deux grands axes, c'est, on va dire, les soins, et deux, les compensations. Alors, les soins, on va mettre tout ce qui est rééducation, évidemment. Les soins, ils sont d'ordre médicaux généraux. Ça peut être tout type de soins médicamenteux, chirurgicaux, rééducatifs, tout ce qu'on veut, etc., etc. Donc, tout ce qui va avoir tendance à réduire les difficultés pour améliorer l'activité. Ensuite, les compensations. Alors, elles sont grosso modo matérielles et financières. Alors, financières directement pour les personnes. Alors ça, c'est en fonction des pays, bien évidemment. En France, on a deux grandes allocations qui sont pour les adultes et pour les enfants, qui sont en fait des compensations financières pour assurer le financement de certaines activités, on va dire de loisirs, soit certains matériels nécessaires à la vie quotidienne. Donc, ce n'est pas des revenus, c'est vraiment une compensation. Et ensuite, donc, il y a les compensations matérielles. Alors, matériel, il y a plusieurs niveaux. Dans l'exposé précédent, on a vu des compensations matérielles qui sont géniales, hein, avec les progrès de l'informatique, etc., ou des boîtes privées génèrent des outils de compensation qui sont… Après, ce sera plus ou moins utilisable, j'en sais rien, je ne suis pas compétent sur ce genre d'objet. Et il y a aussi les compensations matérielles qui sont d'ordre plus général, c'est-à-dire que dans l'espace public, par exemple, se déplacer, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui est en fauteuil, quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui est sourd, etc. Donc, cette compensation matérielle, ça va être on aménage les trottoirs, on les abaisse pour que le fauteuil puisse passer, on met une bande podotactile pour que la personne malvoyante puisse sentir que c'est le trottoir, plein de choses comme ça, on met des rampes d'accès, il y a plein de choses comme ça, on calcule la largeur des portes, enfin bon, il y a plein de choses comme ça, en termes de compensation matérielle. De même que pour conduire une voiture, voilà, il y a des aménagements possibles. Dans les services publics, on commence à voir apparaître des synthétiseurs, des synthétiseurs vocaux, etc. Donc, il y a toute une série de compensations possibles. Alors, dans ce que j'évoque, il y a cette notion d'accessibilité. Ça a été évoqué dans l'intervention précédente. Je pense que c'est intéressant parce que l'accessibilité, ça doit être vu, à mon avis, comme quelque chose de global et du coup, ça va inclure les personnes porteuses de handicap. Je m'explique. Si on pense la société, une ville ou je ne sais quoi, avec des enfants, des personnes âgées, des papas, des mamans qui ont des jeunes enfants dans des poussettes, etc. Des personnes porteuses de handicap qui ont plus ou moins de mal à se déplacer. Si on pense l'ensemble de la société comme ça, là, on va réellement inclure les personnes porteuses de handicap. Et la notion d'accessibilité,
à mon avis, elle est au cœur du problème. C'est-à-dire, et la notion d'accessibilité aussi entre personnes. C'est-à-dire que quel accès je donne à l'autre pour être avec moi. C'est la question de la sensibilisation, de la formation de tous les acteurs de la vie des personnes porteuses de handicap. Je voudrais juste faire un petit point, parce que c'est des choses qui sont aussi en cours dans nos sociétés. Euh, En France, un petit peu, la Belgique, le Québec sont en avance pour beaucoup de choses. Mais c'est aussi, pour ces personnes handicapées, l'accessibilité à une vie intime, une vie personnelle, une vie amoureuse, une vie sexuelle. Alors, c'est pas gagné. Il y a encore beaucoup sûrement de préjugés et d'idées préconçues comme ça autour de la sexualité des personnes handicapées, quelle que soit la forme de handicap d'ailleurs. Pour donner un exemple, en Europe, je crois que c'est la Suède qui, jusqu'en 1972, stérilisait systématiquement les déficients mentaux. Voilà, c'est il y a 50 ans. Donc, les mentalités ne changent pas comme ça. Et je pense que le handicap dans la société ne trouvera sa place que si on fait de la place à tout le monde. On ne pourra pas faire de place uniquement pour les handicapés. Et je pense que là, il y a quelque chose qui, qui se joue d'important. Voilà. Wow. Tu J'en ai m'entends? terminé. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. S'il y a des questions, je veux bien répondre. Je ne sais pas si vous avez le temps. Mais voilà. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup, Frédéric. Je ne sais pas si tu m'entends, mais merci de cette présentation. Pour ne pas perdre de temps aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas le temps pour les questions. Nous allons directement passer donc aux 20 minutes de commentaires et de retours, donc qui vont se faire deux à deux, non, par groupe. Et puis, nous nous retrouvons donc dans 20 minutes pour commencer avec l'intervention en portugais. Je crois que je n'oublie rien. Et à tout de suite. Merci.